Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire qui est consacré à l'Internet industriel des objets. Alors c'est un webinaire qui va se dérouler sous la forme d'une table ronde d'1 heure, donc on est ensemble jusqu'à 15 heures. Et donc on a organisé ce webinaire dans le cadre de la sortie d'un ouvrage sur l'IoT industriel. Donc c'est un ouvrage qui est issu d'une collaboration entre IBM France et la Fabrique de l'Industrie que je représente aujourd'hui, et qui porte donc sur l'IoT industriel. Et dans cet ouvrage, on essaie, à partir d'applications concrètes de l'IoT, d'essayer de comprendre quels sont les bénéfices qu'on peut véritablement attendre de cette technologie, quelles sont les difficultés rencontrées, comment les surmonter, etc. Donc c'est un ouvrage qui se veut factuel. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez le télécharger dans la partie ressources de la plateforme. Donc n'hésitez pas. Et tout au long de ce webinaire, de la même manière, on va s'interroger sur les apports de l'IoT, de l'Internet des objets, dans le secteur industriel. Mais à travers cette technologie, ce qui nous intéresse, c'est la donnée. Pourquoi? Parce que l'IoT, c'est ce qui va permettre, l'IoT industriel, ce qui va permettre d'extraire la donnée de production, la donnée industrielle, et de l'analyser. Et cette donnée industrielle, on dit que c'est le nouvel or noir de l'industrie. On dit que c'est un nouveau pétrole, le nouveau pétrole de l'industrie, et dont les data centers seraient les nouvelles raffineries. On dit aussi que cette donnée, c'est ce qui va permettre de changer les modèles d'affaires des entreprises industrielles, et qui vont donc pouvoir, à partir de cette donnée, proposer des services et donc obtenir de nouvelles sources de revenus. Donc, il y a beaucoup d'attentes autour de cette technologie, et c'est donc pas par hasard d'ailleurs que le plan de relance actuel qui a été mis en œuvre dans le contexte de la crise sanitaire, ce plan de relance prévoit près de 400 millions d'euros d'ici 2022 pour subventionner les ETI notamment et les PME industrielles qui se lanceraient, qui investiraient dans ces technologies dites du futur, parmi lesquelles évidemment l'IoT. Donc, tout au long de ce webinaire, on va s'interroger sur les bénéfices qu'on peut attendre de cette technologie et de la donnée en particulier. On va se demander également quelles sont les conditions de succès d'un projet IoT, quelles sont les difficultés qui sont souvent rencontrées par les entreprises industrielles, comment les surmonter. Donc c'est à toutes ces questions que nos 4 intervenants vont répondre, que je remercie d'avoir accepté l'invitation, et je vais les présenter. Donc, il s'agit de Rémi Mandon, qui est vice-président IBM France et co-auteur de l'ouvrage que je viens de citer. Alice Conan, directrice IIoT et Digital Business chez Siemens. Samir Djendoubi, dirigeant de la société IoT Box et consultant en nouvelles technologies. Et Grégory Richat, associé au sein du cabinet de consulting OPO. Bonjour à tous les 4. Alors, je précise que vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. Donc, il y a une session questions-réponses. On y répondra pendant les 15-20 dernières minutes. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on aborde la question de la définition de l'IoT, parce que c'est un concept qui est assez flou. On ne sait pas tellement de quoi on parle quand on aborde ce sujet. Donc je commencerai avec vous, Rémi Mandon, parce que dans l'ouvrage, il est fait référence à un continuum de technologies. Vous parlez de voyage de la donnée. Donc est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par ça? Merci Sonia. Donc l'IIoT, en français, c'est l'Internet des objets dans le monde industriel. Et donc dans ce continuum, on se rend compte qu'il est assez facile maintenant de collecter beaucoup de données dans les usines et au cours du cycle de conception et de fabrication d'un produit manufacturé. Mais comme le pétrole, il faut raffiner ces données pour pouvoir les utiliser et en faire un usage qui est pertinent et qui crée de la valeur. Alors pour décrire le voyage de la donnée, il faut déjà parler du type de données. On peut collecter des données structurées, des températures, de la pression, de la vitesse de progression d'un bien dans la chaîne de production, par exemple. On peut aussi parler de données non structurées, par exemple dans le domaine de la qualité, prendre des images d'un produit pour voir si il répond à un certain nombre de normes de qualité. Et donc on cherche à réduire ce qu'on appelle les dark data, donc les données qui seraient collectées mais que les entreprises ne pourraient pas encore tout à fait exploiter ou utiliser. Donc ça, c'est pour le type de données qu'on va collecter. Et puis après, dans ce voyage de la donnée, il faut transporter cette donnée, parfois en 4G, parfois demain en 5G, en Wi-Fi, ou alors sur des connexions un peu bas débit dans les supply chains, quand il faut faire, par exemple, du tracking de produits au sein de différents entrepôts, différentes usines, par exemple. Une fois que ces données sont collectées, transportées, il faut souvent les formater, en extraire des métadonnées pour créer des catalogues de données et permettre à des data scientists ou des gens qui vont faire de la business intelligence de pouvoir les utiliser assez facilement.
Et enfin, et c'est aussi important, il faut les stocker. Parfois, il y a beaucoup de données, un gros volume. Il faut les sécuriser. Et tout ça ne sert en fait qu'à une seule chose, c'est sortir un usage, parce que la valeur n'est pas créée par la possession de la donnée. Hein, c'est assez facile, comme je le disais, de stocker et de mettre toutes ces données dans un entrepôt. Mais la vraie question, c'est comment on va pouvoir appliquer des modèles qui vont créer de la valeur. Donc voilà, c'est vraiment tout ce continuum de technologie au service de la création de la valeur, sans oublier toutes je dirais les soucis un peu techniques et technologiques qui vont permettre de faire transiter cette donnée jusqu'à un endroit et les mettre entre les mains de personnes qui vont pouvoir les utiliser et en créer de la valeur. D'accord. Donc 3 types de technologies, les capteurs, ensuite les réseaux de télécommunications qui vont faire transiter la donnée, puis les plateformes d'analyse. Alice Conan, chez Siemens, vous proposez des équipements d'automatisme et d'entraînement industriel qui produisent de la donnée, mais qui ont finalement toujours produit de la donnée. Est-ce que vous percevez une évolution dans la façon dont on extrait la donnée et dont on la traite aujourd'hui? Voilà, quelle est votre approche de l'IoT? Alors oui, bonjour à toutes et à tous. En effet, comme vous l'avez dit, la donnée, elle a toujours été là, hein, depuis, on va dire, l'avènement de l'automatisation dans les années 60-70. On appelait ça l'industrie 3.0. La donnée était là. On avait, on va dire, déjà au travers d'interfaces homme-machine, on exploitait un certain type de données, mais beaucoup de données restaient encore inexplorées, parce qu'il faut savoir qu'on a un parc installé existant avec des machines de marques différentes et donc avec des protocoles de communication différentes. Et donc, si on voulait aller plus loin dans l'analyse de données, fallait passer du temps à appareiller des machines, à mettre en place, on va dire, des systèmes de programmation assez longs. J'aime bien faire la comparaison avec le corps humain, c'est-à-dire que votre tension, votre rythme cardiaque, voilà, c'est des données qui ont toujours été là. Avant, vous aviez différents appareils pour mesurer tout ça. Maintenant, vous avez des nouvelles technologies avec, par exemple, une montre connectée où cette montre-là va pouvoir vous permettre de récolter toutes ces données sans appareiller votre corps humain. Et bien, en fait, là, dans l'industrie, et surtout dans les sites de production, c'est exactement la même technique. On a ce qu'on appelle des IIoT, comme ça avait été précisé auparavant. Et nous, en fait, Siemens, on va partir des équipements d'automatisme, c'est-à-dire des automates, des variateurs, des moteurs, tout ce qui constitue, on va dire, les données du shop floor, du terrain. Et on va aller récupérer maintenant ces données au travers d'un équipement IoT. Peu importe la marque de l'équipement, peu importe le protocole de communication, puisque ces nouvelles technologies-là vont vous permettre de récolter cette donnée. Et c'est l'étape la plus importante, je pense qu'on y reviendra après. Et une fois qu'on a récolté cette donnée, on va l'exploiter. On va soit l'exploiter en local, ou bien après, on peut envoyer ces données pour qu'elles soient agrégées dans des clouds ou dans des serveurs. On a différentes propositions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, on a ces nouvelles technologies qui vont permettre d'aller récupérer des données de production qui étaient auparavant inexplorées. D'accord. Donc pour vous, la phase la plus difficile, la plus complexe, c'est la collecte de données, parce que oui. Chaque machine, même si elles sont de la même marque, elles ne parlent pas le même langage. Il faut leur faire parler un langage commun. C'est ça, exactement. En fait, vous avez une hétérogénéité en fonction des machines et donc vous avez des protocoles de communication différents, hein, vraiment dans le monde de la production. Et l'intérêt de ces nouvelles technologies IoT, ça va être de pouvoir communiquer et de récupérer n'importe quelle donnée. Et après, une fois qu'on a la donnée, en fonction des cas d'usage que le client veut mettre en place, on va pouvoir y mettre des applicatifs qui vont traiter cette donnée-là. Mais l'essentiel, ça va être de récolter cette donnée sur un parc installé qui est hétérogène. D'accord. Est-ce que, avant qu'on passe à la deuxième partie sur les promesses, est-ce que Samir Djendoubi ou Grégory Richa voulaient ajouter quelque chose sur la définition de l'IoT, sur un aspect qui n'aurait pas été dit? Non, pour moi c'est très clair et je pense que c'est, en termes de contexte, je pense que c'est ce qui Samir Djendoubi, enchanté, sur la définition. Ah, vous parlez en même temps. Grégory, allez-y, et ensuite
Oui, pardon. Donc Grégory, donc d'OPO. Non, c'est une super définition et on voit déjà les enjeux et la complexité. Je pense qu'en termes de contexte, ce qui est important de comprendre aussi, c'est quand on parle d'industrie 4.0 ou d'industrie du futur, ce qui fait vraiment, on parle d'intégration des nouvelles technos dans les usines, mais les technos, il y en a déjà depuis très longtemps dans les usines. Et ce qui fait vraiment la bascule aujourd'hui, c'est vraiment la donnée. C'est la démultiplication des capacités de calcul des ordinateurs qui permettent de faire de la data science sur la base de l'IoT, puisque la data science, elle part des données, mais sur la base de l'IoT. Donc ce couple-là, c'est ce qui rend réellement possible l'avènement de l'industrie 4.0, de la personnalisation et d'apporter cette couche d'intelligence et d'intégration de complexité encore plus grandissante dans l'industrie. Donc c'est vraiment l'élément qui permet vraiment technologique, c'est pas les robots, c'est pas les exosquelettes, etc. C'est vraiment la data, l'IoT, la data science, c'est ces éléments-là qui permettent de basculer sur une industrie qu'on appelle aujourd'hui 4.0. D'accord. Samir, vous vouliez poursuivre? On est très en phase avec Richard, donc c'était l'élément que je souhaitais ajouter. C'est ce qui est nouveau, c'est pas les éléments technologiques, c'est la capacité des industriels à intégrer des processus via la donnée. Et au final, les technologies qu'on met en œuvre, elles sont pas si disruptives que ça. Des capteurs des réseaux et des bases de données, c'est pas des concepts nouveaux. Le véritable concept, c'est comment la donnée va être contributrice d'un processus industriel, plus que un processus empirique, ou plus qu'une habitude de production, ou plus que un guide de maintenance qui a été écrit indépendamment d'un contexte. D'accord. Mais justement, on va passer à la deuxième partie qui porte sur les promesses de l'IoT. Et alors pour comprendre dans quelle mesure la donnée est contributrice des processus industriels, dans quelle mesure elle contribue à l'efficacité des processus industriels, je poursuis avec vous, Samir Djendoubi. Lors de notre échange, vous nous aviez parlé de différentes étapes qui précédaient l'avènement de ce qu'on appelle l'industrie 4.0, ou l'usine intelligente, l'usine totalement connectée. Et donc vous expliquiez que ces différentes étapes, elles étaient elles aussi créatrices de valeur. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer ces différentes étapes qui précèdent l'industrie 4.0, qui est la promesse ultime finalement de l'IoT? Voilà, la promesse ultime, si on parle de la fin, la promesse ultime de l'Internet industriel des objets, c'est une gouvernance automatiser des processus afin d'optimiser ces processus grâce au contexte et sens fine des événements terrain. Donc l'exemple sur lequel on échange beaucoup, c'est les problématiques de maintenance prédictive ou de production à la demande. Mais ces éléments de maintenance productive ou de production à la demande, ça n'est que la dernière étape d'un long cheminement. Et en fait, quand on réalise un projet à Industrie 4.0, on a des axes de valeur bien avant d'être en capacité de faire des calculs prédictifs du 4e ordre sur de la maintenance de machines tournantes. La première valeur, c'est la connaissance de ces assets, savoir où ils sont, dans quel état ils sont, est-ce qu'ils sont productifs, est-ce qu'ils sont improductifs, est-ce qu'ils ont été maintenus, est-ce qu'ils n'ont pas été maintenus, est-ce qu'ils ont un état spécifique. Donc déjà connecter ces assets et avoir dans une visualisation l'état global de son parc industriel, c'est déjà un axe de valeur important. Le deuxième axe de valeur qui est important, c'est l'asservissement des processus aux données. Donc quand on a des processus, un exemple de processus de maintenance où on dit on doit aller mettre de la graisse sur un roulement toutes les 18 semaines, en fait la graisse sur le roulement, elle n'est pas dépendante du temps, elle est dépendante de la viscosité de l'huile sur le roulement. Donc si on mesure la viscosité de l'huile sur le roulement, on s'aperçoit que sur un parc de machines pourtant homogène, on a des machines qui ont besoin de graissage à 6 semaines et d'autres qui ont besoin de graissage à 24 semaines. Le 18 semaines n'étant qu'une moyenne empirique calculée par l'installateur des machines. Donc l'asservissement des processus aux données, c'est déjà un axe de valeur important.
Le troisième axe, c'est la création de nouveaux services, ou comment chaque atelier ou chaque machine va être en capacité d'offrir des nouveaux services à son environnement en ayant connaissance des données des autres éléments. Exemple, quand on va faire de la logistique inter-usine, la connaissance du stock inter-atelier permet de prévoir l'exacte quantité de pièces à apporter à chaque atelier et donc simplifier les opérations de picking pour les compagnons. Et donc ce n'est que la quatrième étape qui est la disruption dans la réalisation des tâches où les activités vont être prédites ou vont être analysées via des algorithmes de data science et qui vont permettre d'arriver au maximum de la valeur de l'industrie 4.0. Cependant, voilà, tout le cheminement de l'industrie 4.0, c'est 4 étapes qui sont chacune porteuses de valeur. Et l'intérêt, c'est que le retour sur investissement des premières étapes, il est déjà considérable sans aller jusqu'à des investissements qui vont nous amener à des solutions technologiques très complexes pour tirer toute la valeur possible de l'industrie 4.0. D'accord. Donc là, ce que vous nous expliquez, c'est qu'on peut quand même tirer profit de la donnée sans peut-être aller jusqu'à l'usine totalement connectée, mais toute cette valeur qu'on tire de la donnée, c'est plutôt une valeur dont on tire parti en interne, mais on sait aussi que la donnée, elle peut être aussi utilisée en externe, être vendue, elle peut permettre de vendre des services, elle peut être donc un gisement de valeur aussi en externe, en B2B pour d'autres entreprises industrielles ou des clients finaux. Et justement, je voulais faire le lien avec l'étude de vous, Grégory Richac, qui vient de sortir sur l'industrie circulaire. Et donc, vous expliquez, peut-être pas dans l'étude, mais en tout cas lors de notre échange, vous expliquiez que la donnée, elle avait un rôle dans ce domaine, dans le domaine de l'industrie circulaire, parce qu'elle pourra faire émerger des nouveaux modèles économiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, avec plaisir. Alors, peut-être déjà pour expliquer en deux mots, je vais essayer de faire en 2 mots, mais l'industrie circulaire, en fait, ça s'oppose à l'industrie linéaire dans laquelle on est aujourd'hui, dans laquelle l'industrie 4.0 est aujourd'hui, où on prend, on fabrique, on consomme, on jette et on met du recyclage à la fin, qu'on connaît tous aujourd'hui, mais qui est assez peu efficace. Et l'industrie circulaire, c'est quoi ? C'est en fait une industrie qui va être résiliente par rapport à ses supply chains demain et qui est compatible avec les limites planétaires en termes de ressources. Je ne connais pas l'industrie linéaire aujourd'hui. Alors juste peut-être un chiffre, mais par exemple, l'empreinte des usines, des cœurs d'usines de PSA, qui produit des voitures, l'empreinte environnementale des usines, c'est 1% de l'empreinte de PSA. Donc c'est rien. Donc mettre des panneaux solaires sur les usines, trier les déchets, c'est hyper important dans les usines, mais ça ne représente qu'1% de l'empreinte carbone d'un groupe comme PSA. Et l'empreinte, elle est où ? Elle est à 80%, c'est dans le rapport RSE de PSA, dans les voitures qui roulent et qui polluent. Donc l'industriel qui crée des produits qui polluent derrière. Et la chaîne amont représente 30 ou 40%. Enfin bref, ce qui compte vraiment, c'est la voiture qui roule. Et vous prenez l'agroalimentaire, c'est donc des boîtes plus en amont, ou la chimie. 80% de l'empreinte environnementale, c'est l'exploitation des ressources. Donc c'est la déforestation liée au cacao, l'extraction dans les mines, etc. Donc en gros, si on veut avoir une transition écologique de l'industrie et que pour avoir une industrie pérenne dans les 10 ans, avant même de parler de 2050, il y a besoin de circulariser les modèles et de travailler sur l'usage des produits qui soient moins polluants et de travailler sur la ressource en amont. Donc il y a besoin de sortir du cœur d'usine et de transformer les chaînes de valeur. Donc l'industrie circulaire, c'est une industrie qui a transformé ces chaînes de valeur, qui a créé des boucles de circularité sur la matière, à la fois la matière première, à la fois bien sûr dans le cœur d'usine, mais aussi dans l'utilisation des produits pour utiliser réutiliser un maximum les produits dans différents usages, différents aspects. Et donc c'est ça l'industrie circulaire. Et pour nous, ce que montre l'étude qu'on a fait auprès d'une vingtaine d'industriels, c'est que l'industrie du futur, elle sera forcément circulaire, parce que les ressources vont se raréfier, parce que les supply chains, quand on dépend d'un bateau qui est coincé dans le canal de Suez, aujourd'hui c'est quand même un peu con, alors qu'on fait de la data science dans les usines, il y a un bateau où je sais pas si c'est enrhumé ou quoi, mais bref, il y a des choses qui sont encore ubuesques. Et l'industrie circulaire, en transformant les business models pour créer la réutilisation de produits et en
travaillant sur des supply chains sont beaucoup plus multilocalisés, permet d'avoir des modèles beaucoup plus résilients et pérennes. Alors, l'IoT dans tout ça, ou la donnée dans tout ça, en fait, elle est hyper centrale pour 3 raisons. La première, c'est que, alors on l'a vu, ça a été expliqué déjà, mais l'utilisation de la donnée permet d'optimiser l'usage qu'on a, l'optimisation qu'on a des machines ou des produits. On peut faire de la maintenance prédictive, du coup allonger la durée de vie des produits et éviter de racheter une deuxième machine qui demande 2 fois plus de matière, encore plus d'énergie, encore plus de transport. Donc on a une empreinte qui est moindre parce qu'on utilise plus les produits. Schneider Electric, par exemple, ils ont des produits qui durent, des transformateurs qui durent 30 à 40 ans. Mais ça c'est pas parce qu'ils ont fait un truc hyper robuste, ils l'ont fait parce que c'est réparable, qu'ils ont de la donnée, qu'ils savent l'analyser, qu'ils savent l'entretenir. Et on a aussi la réduction de la consommation énergétique des équipements grâce à la donnée, avec un meilleur monitoring, la data science, etc., qui permet aussi de réduire l'empreinte environnementale qu'on a quand on consomme de l'énergie. Donc l'optimisation de l'usage, elle est permise par la donnée. Ça, c'est un premier point. Maintenant, quand on regarde la circularité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un équipement, demain, je le passe dans un marché de seconde main, il faut être capable de le réparer. Il va être réparé par d'autres personnes encore. Derrière, à un moment, on va en faire des composants, à un moment, on va en faire des matériaux, il va falloir les décomposer. Et c'est plein d'acteurs différents sur toute la chaîne qui vont opérer ces différentes actions-là. Et en fait, tout bêtement, si on n'a pas les plans, si on se retrouve un moment avec des équipements, on ne sait pas c'est quel matériau, on ne sait pas comment ça se recycle, on ne sait pas de quand ça date, on ne sait pas où ça a été produit, et ben on ne peut pas opérer toute la chaîne de circularité. Donc en fait, la circularité demande d'être hyper open data, quoi. On est très ouvert sur les data. Par exemple, Seb, qui ont des produits qui sont réparables aussi pendant 10 ans maintenant, c'est quand même assez unique, mais vraiment réparable, c'est designé pour être réparable. Ils font ça avec un réseau de réparateurs qui sont des franchisés, auxquels ils donnent accès tous les éclatés de plans. Donc et avec un système d'information qui permettent de partager la donnée. Alors on n'est pas sur une donnée de la data science, mais c'est de la donnée sur les matériaux, comment ça se répare, comment ça se démonte, qui est mise à disposition pour permettre la réparabilité. Donc la donnée permet de créer cette chaîne de valeur et d'augmenter les usages des produits tout au long de la matière, jusqu'à utiliser au maximum la matière. Donc ça c'est super important. Et quand on regarde les iPhones aujourd'hui, il y a plein d'iPhones, on ne sait pas d'où sortent les composants, dans quelle mine ça a été fait au Congo. Et du coup, demain, cette chaîne de valeur, si on ne sait pas, elle va donner de la valeur au produit. Parce que savoir les matériaux, d'où est-ce qu'ils viennent, comment ils étaient produits, il faut avoir cette information quand on achète un produit pour être sûr d'être en lien avec une éthique, avec une image de marque, avec des valeurs. Et ça va être de plus en plus prégnant dans les années qui viennent. Donc la data va faire la valeur, elle va créer la circularité. Et donc c'est open data. Et le troisième, c'est effectivement créer de nouveaux business models. Et là, on peut parler des business models autour de l'économie de la fonctionnalité, où donc il y a les fameux pneus Michelin où on vend un nombre d'atterrissages plutôt qu'un pneu. Ça marche s'il y a de la data sur le pneu qu'on est capable de l'entretenir. Il y a une autre boîte qui s'appelle Areco qui fait les diffuseurs sur les bacs à légumes avec la petite vapeur qui tombe. Ils créent des systèmes avec des caméras qui reconnaissent l'état des légumes. Et si ça se dégrade, ça met automatiquement à jour un prix avec une promo où ça appelle le responsable du magasin pour renouveler son magasin, enfin son étal, parce que les pommes rouges se vendent hyper bien tel matin, tel dimanche matin. Et donc là, on a carrément un système qui est proposé au client, qui analyse la donnée du bac à légumes en temps réel, qui prend des décisions même à la place du vendeur, parce que ça a été automatisé, pour optimiser les ventes et pour réduire les gaspillages alimentaires. Donc la data intégrée dans des produits créés, en fait, tournée vers la performance et un usage, ça permet d'avoir un business model où là, vous avez des relations avec vous pouvez déployer ça de partout, mais c'est hyper riche en termes de relations parce que moi, j'achète pas un truc qui fait un diffuseur, j'achète quelque chose qui crée de la performance. Et du coup, j'achète même une performance. Et l'équipement ne m'appartient pas, il appartient à celui qui me l'a vendu. Et du coup, j'ai comme une location. Donc moi, déjà, en termes de, j'ai pas un CAPEX, j'ai un OPEX, ça me coûte moins cher. Et j'ai une performance, donc je vois clairement la valeur ajoutée que ça m'apporte. Et je rentre dans une relation de long terme avec l'industriel. Donc ça apporte des business models très différenciants par rapport à des offres low cost chinoises, par exemple, parce qu'on a créé CAT2 qui sont souvent co-développés avec des clients, hyper intéressantes, tournés vers l'usage, qui ont beaucoup plus de valeur ajoutée et qui créent des relations de long terme avec les clients. Donc la data, quand on sort du cœur d'usine et qu'on va vers ce type de business autour de l'économie de la fonctionnalité ou du product as a service, ça crée de nouvelles formes de valeur. Et dans une période de crise comme aujourd'hui ou de régénération d'économie locale, etc., c'est des choses qui sont super intéressantes.
D'accord, donc merci pour vos exemples, parce qu'on voit bien comment la donnée peut faire émerger de nouveaux modèles d'affaires. Mais bon, dans les faits, quand on observe un peu ce qui se fait grâce à l'IoT, on se rend compte que ces nouveaux modèles d'affaires, enfin, ça reste assez théorique et assez rare. Et là, c'est vers vous que je me tourne. Enfin, vous y répondre, Grégory? Non, alors ils sont pas théoriques, mais ils sont rares. Enfin, non, ils existent, Oui, voilà, rares. Ou alors rares. mais ils sont rares. En fait, aujourd'hui, cette industrie, pour nous, c'est une industrie de pionniers aujourd'hui. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de barrières aujourd'hui pour libérer cette économie-là. C'est un peu l'objet de l'étude, justement, d'être assez engagé pour dire, bah, il y a même des réglementations qui doivent être adaptées. Il faut permettre d'avoir, il y a peu d'assureurs qui savent assurer le fait que le produit, c'est moi le propriétaire. Il est chez un client. S'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le client? Est-ce que c'est moi qui dois payer, etc. Il y a peu d'assureurs qui savent gérer ce type de problème-là, par exemple. Donc aujourd'hui, c'est des business models qui sont un peu en avance sur notre temps, même si on en parle beaucoup, et qui vont demander aussi à changer de cadre. Et mais les industriels qui réussiront à faire de ces business models-là un peu des nouveaux standards industriels, derrière, il va y avoir un effet boule de neige. C'est-à-dire que plus personne voudra acheter un truc. Moi, je vais acheter une performance, ça sert à rien, quoi. Bref, du coup, c'est effectivement des business models qui... Aujourd'hui, on a des industriels qui sont en train de pousser très fort. Ceux qui poussent ces business models-là, ils se rendent compte de cette valeur-là et ils deviennent militants auprès de la réglementation, auprès des consommateurs pour expliquer qu'on marche sur la tête avec d'autres modèles et que c'est celui-là qui doit s'imposer maintenant. Donc, effectivement, c'est rare, mais pour le coup, ça existe. D'accord. Rémi Mandon, vous aussi, j'imagine que vous avez des exemples de nouveaux modèles d'affaires qui se développent grâce à l'IoT. Mais est-ce que véritablement, même en sortant de l'industrie circulaire, est-ce que véritablement les nouvelles sources de revenus qui sont permises grâce à ces nouveaux modèles d'affaires, ces nouveaux services, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça représente une part importante du chiffre d'affaires ou est-ce que ça reste encore très très marginal? Et puis, est-ce que vous pouvez aussi peut-être nous parler d'autres applications de l'IoT pour lesquelles les bénéfices sont avérés aujourd'hui? Alors, c'est sûr que les applications qui sont les plus courantes aujourd'hui, en termes d'usage de la donnée dans le monde industriel, et les plus pragmatiques, comme l'ont très bien dit Samir et Grégory, sont clairement dans le domaine de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la performance industrielle. Donc, on parle de produire plus vite, mieux, de réduire les défauts et les rebuts, de protéger les collaborateurs aussi, c'est important dans cette économie-là, et donc intervenir plus vite avant qu'un incident technique ou humain ne surviennent dans une chaîne de production ou chaîne de logistique. Et ça, donc cette amélioration de l'efficacité opérationnelle est vraiment basée sur des conditions réelles d'usage. Et c'est ça, c'est vraiment cette notion-là qui est importante. On n'est pas dans de la statistique, il faut vraiment s'adapter aux conditions réelles d'usage. Donc concrètement, on a beaucoup de cas d'usage et les majeurs, la majorité sont sur la maintenance prédictive des équipements, sur une chaîne de fabrication, quand bien même cette chaîne de fabrication et ces équipements sont très hétérogènes. L'objectif, c'est d'anticiper les arrêts de production, faciliter ce qu'on appelle les changeovers dans les productions ou les assemblages de séries qui peuvent être différentes. On peut reformater un petit peu la chaîne de production toutes les 12-36 heures par exemple. Et donc comment on voit bien que si on arrive à réduire le temps nécessaire pour faire ces changeovers, on va augmenter les capacités de production. Mais l'objectif, c'est de faire ça, bien évidemment, sans sacrifier la sécurité des opérateurs. Et c'est un point essentiel qu'on voit de plus en plus arriver, notamment utiliser des fonctions d'IoT pour faire de la détection de mouvements d'engins, par exemple, qui seraient autour d'un opérateur, de capter les expositions d'un opérateur à des environnements toxiques, dangereux, etc., et bien contrôler la manipulation. Donc ça, c'est sur les aspects très opérationnels qui sont probablement les plus courants. En ce qui concerne le changement de modèle économique, en fait, certains industriels sont très très en avance, mais il est vrai que la possession d'un produit, d'un équipement, n'en crée pas la valeur. Ce qui en crée la valeur, c'est clairement la façon dont il est utilisé et son usage, et dont l'usage est optimisé. Si je prends un autre exemple, autre que effectivement les pneus, les pneus des avions qui sont vendus en fonction du cycle d'atterrissage ou de décollage, ou les moteurs qui ne sont plus vendus à un avionneur en tant que tel, mais vendus à l'heure de vol, donc c'est vraiment l'économie du service. Il y a des choses beaucoup plus courantes qui sont à notre portée, à notre niveau tous les jours, par exemple dans le domaine des véhicules connectés. Et on voit bien qu'il y a la création de valeur dans le monde de l'automobile quand les données de fabrication d'un véhicule peuvent permettre de créer des nouveaux services qui sont monétisables.
Donc, par exemple, le fait, quand il y a un incident de qualité qui est remonté par un garagiste, par exemple, ça permet très rapidement, quand on a l'ensemble des données de fabrication du véhicule, donc il s'agit bien de la façon dont il a été produit, de l'usine dans laquelle il a été produit, des composants qui ont été mis sur ce véhicule, qui ont été assemblés sur ce véhicule, de pouvoir réduire, par exemple, les campagnes de rappel des véhicules, par exemple. L'autre sujet, les données d'usage du véhicule permettent à un constructeur automobile aussi de vendre des services à valeur ajoutée aux conducteurs de météo, de trafic, etc., etc. Donc le monde du service et de la donnée, le monde du service, pardon, s'enrichit des données opérationnelles. Alors un autre exemple que je voudrais prendre sur le changement de modèle économique, c'est aussi la création de nouveaux modèles économiques. L'IIoT va permettre aussi, et on voit ces cas d'usage exploser, notamment au travers de l'arrivée de la 5G, pour pallier au turnover et au recours à l'intérim dans les usines, qui est un problème de fond, puisque en fait, par définition, un opérateur qui vient d'une boîte d'intérim, il arrive sur un équipement, il ne sait pas forcément le maintenir, il ne sait pas forcément l'opérer, et donc il y a des nouveaux services qui sont fournis par les fournisseurs d'équipements pour former les intérimaires ou les personnes qui arrivent sur un site et qui ne seraient pas forcément équipées pour opérer l'équipement de manière sécurisée, de manière rapide, etc., etc. Donc on voit par exemple avec des technologies de réalité virtuelle ou des réalités augmentées, de la formation, de l'assistance à distance des opérateurs sur des gestes de maintenance et de réparation. Et ça, c'est monétisable. C'est un modèle économique qui n'existait pas forcément et ça devient monétisable. Voilà, donc pour moi, ce sont des exemples de nouveaux modèles économiques qui sont effectivement pas forcément les plus courants aujourd'hui. Hein. On reste dans l'efficacité opérationnelle dans la majorité des cas d'usage, mais on voit une vraie tendance qui s'accélère notamment avec l'arrivée de la 5G. D'accord. Et Alice Conan, chez Siemens, vous regroupez les promesses de l'IoT en 5 catégories. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour un peu de ces cas d'usage, les cas d'usage peut-être les plus courants, et surtout nous parler de retour sur investissement. Est-ce que vous observez un retour sur investissement? Est-ce qu'on peut parler de ROI? Et voilà, en gros, la question c'est est-ce que la donnée rapporte plus que ce qu'elle coûte à produire? Est-ce que c'est ce que vous observez? Alors déjà en cas d'usage, c'est vrai que nous on aime accompagner les clients sur, on va dire, une finalité par rapport à un projet global IoT, à savoir récupérer de la donnée, mais on en fait quoi? Donc il y a des cas d'usage qui ont été cités tout à l'heure, par exemple la maintenance préventive voire prédictive, ça fait partie d'un premier cas d'usage. On en a un deuxième qui est quand même très recherché par les industriels, c'est la disponibilité de la machine ou de la ligne de production, à savoir, puisque quand même, il faut bien réaliser qu'il y a des clients, il y a des responsables maintenance, à l'instant T, quand ils veulent savoir est-ce que ma machine fonctionne, ils sont obligés de descendre dans l'atelier pour voir si la machine fonctionne. On en est quand même encore là dans l'industrie. Donc là, voilà, ce cas d'usage de disponibilité de machine, de calculer un TRS, taux de rendement synthétique, c'est très demandé actuellement. D'avoir aussi accès à distance à la machine, puisque rappelez-vous, dans l'industrie, on a des clients finaux et on a des constructeurs de machines qui, eux, vendent ces machines à des clients finaux et qui aimeraient avoir accès à distance à ces machines-là. En autre cas d'usage, c'est bien sûr suivre la performance de production, les cadences, faire des analyses et des comparaisons par équipe de production. Un autre cas d'usage très demandé, c'est bien sûr la consommation d'énergie. Sur un site de production, vous avez énormément d'énergie différentes et là aussi, les nouvelles technologies d'IoT permettent de récolter ces différentes données d'énergie et d'en afficher des dashboards pour aider à la prise de décision. Et puis, le dernier, c'est bien sûr la qualité produit, avec là aussi, typiquement... c'est des choses qui sont quand même déjà mises en place dans l'industrie aéronautique ou automobile, à savoir des analyses statistiques des cartes de contrôle, mais qui ne sont pas forcément mises en place dans d'autres industries. Et là aussi, nous, on peut apporter au travers des applicatifs tirés, on va dire, des technologies IoT, une réponse à ces cas d'usage-là. Et en termes d'exemples concrets,
ouais, je peux citer, on a communiqué là-dessus. On a fait un projet IoT chez Decathlon. Alors plus particulièrement l'usine Between, donc, qui fabrique les vélos, hein, donc qui avait une ligne de production avec des machines, on va dire plus ou moins récentes ou plus ou moins obsolètes, et le premier, on va dire, souhait de notre client, c'était en fait d'avoir accès à la production et aux cadences de production, c'est-à-dire que, on va dire, ces informations-là étaient uniquement disponibles au travers des opérateurs, mais le responsable de production n'avait pas forcément accès à tout ça. Et le fait d'avoir mis en place, on va dire, du dashboarding et de récolter ces informations-là, ils se sont rendus compte que sur un cycle de production de 6 heures, pendant 40 minutes, au total, il ne se passait rien. Vous voyez, avant, ils ne le savaient pas. Donc, ça va permettre, on va dire, d'avoir une certaine transparence à l'ensemble des niveaux de l'entreprise pour après amener, on va dire, un pouvoir de décision aux différents interlocuteurs de l'usine. Je pense aussi à un autre cas d'usage. Là, c'était plutôt un client dans l'agroalimentaire qui a différents sites de production avec des lignes identiques, puisqu'en fait, il fabrique un produit, le même produit sur différentes usines, et la même ligne de production. On a appareillé pour remonter les cadences de production. Et là aussi, ils se sont rendus compte d'une différence, à savoir qu'une usine fabriquait 20% de produits supplémentaires par rapport à l'autre usine, alors qu'on avait exactement le même process et le même type d'équipement. Donc là aussi, ça permet, on va dire, de donner de la transparence pour après laisser le pouvoir de décision aux personnes. Alors bien sûr, on arrive aussi avec des applicatifs qui peuvent eux-mêmes décider. Ça, on va dire, c'est la dernière étape, mais on est quand même, pour l'instant, vraiment dans j'ai besoin d'avoir accès à une donnée, et ces nouvelles technos me permettent de répondre à certains cas d'usage beaucoup plus facilement qu'auparavant. Pareil, une machine aussi qui tombait souvent en panne, le fait d'avoir mis un nouvel équipement et une nouvelle application, il a pu faire tout simplement le Pareto des différentes pannes, on va dire, de sa machine, et il a pu, on va dire, mieux comprendre son process. Donc après, est-ce que la donnée a une certaine valeur? Oui, mais vraiment, là, nous, ce qu'on essaye d'apporter, c'est déjà la transparence de la donnée à l'ensemble, on va dire, des interlocuteurs d'une usine, à savoir l'opérateur, le responsable de production, le responsable de maintenance, et même le directeur de l'usine qui, lui, peut avoir accès à des données auxquelles il n'avait pas accès auparavant. Donc là, si je reprends les différentes étapes de Samir Diendoubi, on serait plutôt à la première, ce qui est déjà pas mal, c'est-à-dire la connaissance de ces assets. On serait plutôt là. D'accord. Alors on va passer à la troisième partie. Ouais. Troisième partie qui porte donc sur les conditions de succès d'un projet IoT. Et Samir Diendoubi, donc vous accompagnez des entreprises, notamment des entreprises industrielles, dans leurs projets IoT. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez généralement? Oui, juste pour ajouter une phrase à la précédente intervention, effectivement, aujourd'hui sur le terrain, avec différents cabinets de conseil, on échange beaucoup sur ces sujets. Aujourd'hui, on va dire en France, le marché de l'Internet industriel des objets à 80%, ça reste de l'étape 1 et de l'étape 2. C'est connaître ces assets et essayer de les utiliser au mieux. Alors que pour travailler avec des collègues coréens ou des collègues qui ont sur des outillages plus robotisés, il y a des prérequis pour passer aux étapes 3 et 4 qui nécessitent justement une conformation de son industrie. Et donc c'est la très bonne transition à votre question, c'est qu'aujourd'hui si on fait un sondage des 3 causes qui rendent les projets internet industriels compliqués, le premier c'est justement la conformation des industriels. C'est-à-dire que moi j'appelle ça le paradoxe du sac à main.
C'est industriels en France qui sont très curieux de l'industrie 4.0. Et quand on fait un premier diagnostic, en fait, la préconisation que l'on a sur ces industriels, c'est déjà de commencer par l'industrie 2.0 en fait. Et que toutes les entreprises ne sont pas éligibles à de l'industrie 4.0 parce qu'il y a des étapes préliminaires à passer, et notamment, en fait, si on fait un corollaire assez simple entre le nombre de processus manuels que vous avez dans votre entreprise et la pertinence d'un projet industrie 4.0. Et donc, comme en France, on est champion de beaucoup d'industries qui sont très consommatrices de force manuelle, on n'est pas 100% éligible à de l'industrie 4.0. Donc plus on est automatisé, plus on est robotisé, plus on est éligible. Et si on est à des taux de 50%, 60%, 70%, comme dans l'industrie du sac à main par exemple, on arrive à des projets industrie 4.0 qui sont complexes et qui n'ont pas de finalité. Donc la première raison des échecs, c'est la conformation des entreprises à la capacité à passer le cap de l'industrie 4.0. Le deuxième axe, c'est comme l'ont cité mes collègues, l'hétérogénéité du terrain. Donc, je vais vous prendre un exemple. Je vais profiter de la présence de ma collègue de Siemens. Donc, moi, j'ai travaillé dans une usine. Il y a 12 machines avec des automates Siemens qui sont tous sur un bus terrain propriétaire de Siemens qui s'appelle le Profibus. Et donc, quand vous avez dit ça, vous dites, ça va être facile d'aller collecter la donnée dans les 12 machines ou dans les 12 automates. En fait, pas du tout, parce que il suffit que le driver Profibus, ce soit un driver de 1989 et qu'il soit plus maintenu par Siemens et que Siemens ne veuille pas vous vendre ses sources. Du coup, ça crée de la complexité. Alors, quand vous avez estimé votre projet sur la base de 12 machines où on va installer un driver Profibus et que le driver Profibus, la licence vaut 400 €, et que vous avez fait 12 fois 400 €, vous dites ça va être facile. Et quand à la fin vous vous retrouvez à redévelopper 12 drivers automates temps réel, parce qu'il n'y a plus les sources des drivers de bus, et votre projet est fait x10, x12, x15 sur le prix de l'intégration de la donnée. Donc le deuxième gros souci que l'on a, c'est justement l'hétérogénéité du parc, la connaissance du parc et parfois même l'obsolescence du parc. Parce qu'il y a des machines qui marchent très très bien. Là, j'ai été il y a quelques semaines chez un de mes clients qui a des machines de 1947, donc dans la métallurgie, qui marchent très très bien. Mais moi, je vais avoir un peu de mal à les connecter en fait. Donc c'est la deuxième difficulté, c'est vraiment une difficulté très terrain de capacité à connecter les assets liés à l'hétérogénéité et à l'obsolescence de ces machines. Et puis le troisième axe. Alice voulait réagir. Non, je suis totalement en phase avec ce qui est dit, et c'est ce que je disais en début de ce webinaire, c'est que l'étape la plus importante, c'est la collecte des données, et c'est limite un cas d'usage en soi de faire, on va dire, ce qu'on appelle un audit de connectivité, parce que faut savoir que le parc industriel français, la moyenne d'âge de nos machines et de notre parc, c'est un des plus vieux d'Europe, c'est je crois que c'est 18 ans. Et ça revient au fait de dire ce que dit mon collègue, c'est la clé, c'est d'aller récupérer cette donnée, mais les nouvelles technos nous facilitent cela. Mais en tout cas, n'hésitez pas à m'appeler pour la prochaine fois que vous avez un souci sur les automates Siemens. Et donc, très clair. Le troisième axe, c'est un problème de gouvernance. Alors moi, j'ai l'habitude de dire, quand j'ai des collègues qui me sollicitent pour des projets IoT, de savoir à qui on va voir, à qui pilote le projet. Et en général, si c'est la DSI, moi, j'y vais pas. Parce que le projet Industrie 4.0, le mot important dans le mot projet Industrie 4.0, c'est industrie. Donc c'est par essence un projet métier. Et en fait, le premier axe de l'industrie 4.0, c'est pas
le budget que va être autorisé par la DSI, mais c'est le bénéfice métier qu'on en attend. Et donc, si on n'est pas en capacité d'identifier comme préalable un objectif métier, ça va être, on va avoir des problèmes de gouvernance qui vont pas nous permettre d'atteindre ces objectifs. Là, je vous donne un résumé d'une discussion que j'ai eue récemment avec un constructeur de gros bateaux qui disait moi je veux diviser par 3 mon bateau et j'ai 30 millions d'euros de budget. Et dans cette phase, on a tout le problème de gouvernance de l'industrie 4.0, c'est que en fait, la personne qui a prononcé cette phrase, elle a déjà la vision du budget qu'elle va allouer à son projet, la vision de l'objectif métier, mais elle n'a aucune idée de comment on va diviser par 3 le temps de production. Et donc, on se retrouve en fait à des paradoxes assez difficiles à gérer entre objectif et budget. Alors que en fait, sur un bateau qui est vendu quelques centaines de millions d'euros, si on divise par 3 l'objectif, ne serait-ce que sur un bateau, à plus de 50, 60, 70 millions d'euros d'économie. Donc le budget alloué est décorrélé de la réalité économique de l'économie qu'on cherche à faire. Et donc c'est le troisième vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est la décorrélation entre les ambitions et la capacité à faire ou la vision budgétaire qu'on peut avoir dans les industries. D'accord. Alors, il nous reste moins de 15 minutes, donc on va essayer de faire un peu plus vite. Une des difficultés qui est souvent mentionnée dans les enquêtes sur l'IoT industriel, c'est finalement toute la masse de données dont on ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire que bon, c'est pas tout d'avoir eu la donnée, encore faut-il ensuite l'analyser. Même si l'avoir, c'est déjà, comme vous disiez Alice, c'est peut-être la partie la plus compliquée. Mais encore faut-il savoir l'exploiter. Et est-ce que voilà, comment tirer parti de cette donnée? Qu'est-ce qui fait que vous conseillez, par exemple, à un client d'utiliser du edge computing plutôt qu'un cloud? Voilà, comment vous conseillez? Alors, oui, déjà, nous, le fait d'aborder le client au travers du cas d'usage, c'est vraiment d'essayer de trouver la finalité à mettre en place, on va dire, une solution IoT d'exploitation de ces données. Donc, en aucun cas, on va l'inviter à aller récupérer toutes les données. Et justement, ça va un petit peu répondre aux 2 technologies qui sont assez phares en ce moment. C'est la technologie Edge ou la technologie Cloud. Alors déjà, quelle est la différence? C'est la technologie Edge, on va apporter vraiment du temps réel et ça va permettre à des clients industriels qui veulent remonter des données à haute fréquence, c'est-à-dire à la milliseconde, de pouvoir le faire sur, on va dire, des procédés bien précis. Donc là, on va plutôt diriger le client vers une technologie Edge et les données vont être traitées localement à haute fréquence. Par contre, si un client veut faire du multisite, donc c'est-à-dire envoyer ses données, les comparer de différentes usines, ou bien veut faire, on va dire, exploiter ces données au travers d'applicatifs à haute performance, on va pas pouvoir le faire entre guillemets localement et on va plutôt le faire dans des solutions cloud. Donc soit on envoie les données sur un cloud existant type AWS, Azure et autres, ou bien on peut aussi nous proposer des clouds avec des applicatifs déjà tout développés. Là, ça va être vraiment en fonction du choix du client et c'est aussi tout l'intérêt de l'accompagner sur l'ensemble de son projet en fonction du cas d'usage qu'il aura choisi. Mais les 2 technologies sont possibles et même on observe souvent qu'un client va commencer par une technologie Edge en première étape et puis après en deuxième étape va envoyer certaines données dans son cloud. Donc c'est plutôt les 2 technologies au final qui sont adoptées en fonction bien sûr du profil et du cas d'usage. D'accord, parce qu'on parle beaucoup de big data, mais ça dépend, il y a des choses qui sont apportées, qui sont beaucoup moins complexes à réaliser, et il faut peut-être, oui, parfois se lancer et commencer par du edge,
puis analyser plus de données grâce à un cloud. Grégory Richa, en allant peut-être un peu, en répondant plus rapidement parce il nous reste un peu plus de 10 minutes. Je voulais qu'on parle transition écologique. Vous en avez un petit peu déjà parlé. On sait qu'aujourd'hui, l'empreinte carbone du numérique, elle augmente. Donc j'avais noté qu'elle augmentait de 9% chaque année. Et en même temps, c'est une direction qu'il faut prendre. Donc comment concilier les préoccupations environnementales et la numérisation de l'industrie? Vous me disiez qu'il fallait envisager l'objet connecté, l'IoT, comme un objet circulaire lui-même. Donc est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ça réconcilie ces deux préoccupations? Oui, alors je vais faire un peu le poil à gratter, mais en fait, là on parle beaucoup de techno dans l'usine, ou la data dans l'usine, mais la data on a énormément dans nos usages, dans nos téléphones, nos ordinateurs, les balances connectées, les frigos, etc. Et en fait, juste en termes de perspective, il va y avoir une croissance exponentielle de l'usage de la donnée dans les 30 prochaines années, sauf que la croissance de la population, il y a 20% de personnes en plus dans le monde en 2050. Il y a toute une classe, tout un tas de pays qui vont passer en mode développé, qui vont accroître la demande en termes de nouvelles technologies, de matériaux, et on a des villes qui vont, en 2050, il y a 2/3 des personnes qui habiteront en ville contre 50% aujourd'hui. Et en fait, ça va créer des plateformes d'usage incroyables dans les prochaines années. Donc en fait, on est sur là, le webinaire de maintenant, on est au début de l'histoire, en fait, de cette histoire-là. Et en fait, on est en train de faire des choix technologiques progressivement qui vont être super importants pour les prochaines années. Et alors, il y a une chose, c'est que la data, ça consomme de l'énergie. Analyser les data, les stocker, les partager, et c'est ça qui fait la croissance des 9% dont vous parlez. Et l'empreinte carbone du numérique, elle est de 2% aujourd'hui, et dans les 10 ou 20 ans, elle va être supérieure à celle de l'aéronautique. Donc dans 10 ou 20 ans, potentiellement, ça va gueuler sur je prendrai plus de téléphone, comme je prends plus l'avion parce qu'on ne compense pas, etc. Donc il va y avoir ce problème qui va se poser. On pourrait se dire, OK, on a le temps, etc. Et maintenant, il y a un problème de matérialité, parce qu'effectivement, derrière la data, il y a des matériaux qui sont souvent rares. Et il y a 3 sujets qui se posent. Il y a un sujet en fait, on risque de ne pas pouvoir réaliser en fait, cette promesse technologique. On risque d'avoir des technologies qu'on appelle des techno-zombies, quoi, c'est morné, parce que en fait, c'est cool maintenant, mais ça passera pas à l'échelle dans les 10 prochaines années. Et j'ai 3 exemples. Il y a les semi-conducteurs. Aujourd'hui, il y a des chaînes donc là, c'est un problème de rigidité. Il n'y a que quelques constructeurs mondiaux de semi-conducteurs, donc de haute technologie, et il y a des chaînes de production aujourd'hui d'automobiles et d'iPhone qui sont ralenties, parce que c'est concentré sur quelques usines dans le monde, dont pas la France et pas l'Europe. Donc, on risque d'être freiné dans le développement de certaines technologies si elles deviennent des vrais standards avec des croissances exponentielles et de rater ces virages-là. Et les problèmes de raréfaction, aujourd'hui, 90% des réserves de cuivre qui sont actuellement connues seront épuisées en 2050. Et le cuivre, c'est ce qui conduit l'électricité, quoi. Donc, comment gérer ça, cette problématique-là? Donc, l'or noir, aujourd'hui, il y a la problématique de la transition sur l'or noir, qui est le pétrole. On aura la même sur l'or noir. Là, il y a la data, mais derrière, il y a des matières premières qui permettent de créer cette data-là. C'est pas le cloud, c'est pas immatériel. Et le troisième, c'est cette traçabilité. J'en ai déjà parlé. Un iPhone aujourd'hui, des boîtes comme Apple et autres ne savent pas clairement dire d'où viennent leurs matériaux. Et il y a une sensibilité très forte qui monte de plus en plus des consommateurs. On parle de relocalisation, d'où viennent les matériaux, etc., d'éthique autour des produits et des matériaux. Et avec cette croissance exponentielle-là, cette traçabilité n'est pas garantie sur la transition énergétique. Et avec la transition technologique et qui va permettre aussi la transition énergétique. Donc en fait, ça demande de se poser des questions peut-être d'anticipation. Mais n'empêche que ce qui est important de faire aujourd'hui, il y a tout un champ d'exploration qu'il faut absolument mener, parce que sans la data, on ne fera pas la circularité et la transition énergétique, ça c'est sûr. Mais attention à ne pas investir dans des infrastructures qui nous coincent pendant 10 ou 20 ans et qui ne soient pas sur justement des solutions qui soient durables et pensées avec une analyse de cycle de vie qui soit complète, parce qu'on risque ensuite, à défaire, c'est super compliqué. Et le 2, il y a des choix de business model. Je prends juste un exemple et je termine là-dessus, mais ou faire attention au côté exponentiel de l'usage qu'on va créer. Par exemple, les voitures autonomes, il y a une étude qui vient de sortir qui montre que la voiture autonome, il y aura une sorte d'effet rebond où en fait on va encore plus prendre la voiture.
Et donc c'est cool, c'est classe la voiture autonome, enfin, ça fait un peu voilà, high-tech et tout ça. Et en fait, la vraie question, c'est, donc là, la donnée, parce qu'il y a plein de données dans une voiture autonome, et bien là, on va plutôt dans le mur côté écologique et planète. Par contre, une voiture partagée, où il y a de la donnée aussi dans une voiture partagée, mais il y en a moins que dans une voiture autonome. Donc on est plus frugal, plus sobre, plus efficace dans l'usage de la donnée. On a une voiture partagée dans des villes avec plein d'habitants, il n'y a plus forcément besoin d'une voiture. Et on n'est pas sur une décroissance un peu dogmatique, on est sur un mieux vivre avec des produits mieux partagés grâce à la donnée et qui sont compatibles avec les limites planétaires. Donc voilà, la donnée, selon les choix qu'on va faire, peut nous emmener dans le mur en pensant que ça va être génial, ou peut demander à repenser des usages, innover, créer d'autres formes de valeurs sociales, technologiques, business model, et qui peuvent être super. Donc ça dépend que de nous. Je vous remercie. Rémi Mandon, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement du Fab Lab qui vous permet chez IBM de faire des tests dans un environnement industriel répliqué et donc de favoriser la réussite de projets IoT? Oui, en fait, on se rend compte que nos clients sont... Et le premier critère de succès des projets IoT et IoT, c'est d'être clair sur le bénéfice métier recherché. J'insiste sur le bénéfice métier recherché et on se rend compte que il nous arrive régulièrement d'accueillir des clients qui ne savent pas bien définir cet objectif métier, ou en tout cas, on regroupe différentes fonctions au sein de différents ateliers pour s'assurer qu'un objectif donné et amélioré, par exemple un TRS, ne va pas avoir un impact sur un autre indicateur. Donc, aider les clients, et on a toute une méthodologie pour aider les clients à clarifier cet objectif recherché. Et ensuite, effectivement, on a créé un Fab Lab dans lequel on invite nos clients à venir tester un cas d'usage qu'ils auraient identifié ou qu'on aurait identifié avec eux. Et on va outiller tout ça, puisqu'on l'a dit, c'est extrêmement hétérogène, entre la capture de données, le transport, la sécurisation, etc. etc. Donc on invite nos clients à co-créer avec eux pour s'assurer que ce continuum de technologie est tout à fait opérationnel et prêt à être monté en charge. Un des grands défis, un des grands problèmes des projets IoT, c'est certains d'entre eux démarrent comme des POC et puis n'aboutissent jamais parce que la valeur n'est pas là, ou alors parce que le passage à l'échelle crée plus de problèmes que simplement continuer à opérer de la même façon que les clients le font aujourd'hui. Donc on teste dans ce Fab Lab des cas d'usage avec des équipements, des partenaires sur ce cycle de vie de technologie. Et donc on invite les participants qui le souhaitent, vous allez voir un petit sondage qui va arriver, à prendre contact avec nous si vous le souhaitez, ou on peut reprendre contact avec vous pour tester la faisabilité d'un cas d'usage que vous auriez sur ce cycle de vie de données, tout en n'oubliant pas les aspects sécurisation. J'ai vu qu'il y avait une question, donc je vais y répondre tout de suite, sur l'usage de la donnée, la sécurité de la donnée, la souveraineté de la donnée et aussi l'usage éthique, puisqu'on voit bien qu'on va appliquer des modèles d'intelligence artificielle en edge, comme l'a très bien dit Alice, parce qu'on veut faire des choses de manière en temps réel très très proche des usines, ou parfois dans un cloud quand on utilise un data lake. Et donc s'assurer que les algorithmes sont créés de manière, je dirais, tout à fait auditable, compréhensible, et que les données sont utilisées de manière sécurisée et conforme aux différentes réglementations, que ce soit GDPR, etc. etc. Et donc j'invite effectivement à ceux qui le souhaitent à prendre contact avec nous pour qu'on puisse réfléchir avec eux sur ce sujet-là qui est extrêmement complexe. D'accord, je vous remercie. Donc on va passer aux questions-réponses. Et une question qui est beaucoup revenue, c'est celle des compétences. Donc on demande concernant les compétences des salariés des entreprises industrielles en interne et ou chez les prestataires dédiés, quelles sont les compétences manquantes aujourd'hui? Voilà, je veux bien me lancer dans la première temps. Oui. Moi, je propose de me lancer dans la première compétence, puisqu'on parle beaucoup de la donnée dans ce contexte industriel, c'est la data science. C'est comment utiliser ces données, comment les exploiter, comment créer un algorithme qui fasse du sens pour un industriel. Et deux algorithmes peuvent être différents d'un client à un autre, et comment appliquer des modèles de données sur des données qui seraient collectées sur un environnement ou dans un process de fabrication, et quel sens on donne à cette donnée. Donc je pense que de mon point de vue, la première carence de compétences, c'est celle-là. D'accord. Est-ce que vous voulez compléter sinon... Je veux bien, juste en un mot, je relie ça aussi à la génération de business model qui utilise la data. Nous, ce qu'on voit, les boîtes qui réussissent sont celles qui arrivent à être en mode start-up, c'est-à-dire faire du co-développement avec des clients. Je pourrais prendre l'exemple d'Areco qui fait les capteurs qui permettent de travailler sur les légumes, etc.
En fait, pour développer leur techno, ils ont monté un proto directement chez un client, donc dans un supermarché, et ils ont fait des itérations comme on crée une startup digitale pour créer de l'usage avec un mode hyper itératif toutes les semaines des points avec le client pour progressivement créer l'usage, savoir c'est quoi la bonne donnée dont on a besoin, comment on l'affiche, quelle fréquence on la refresh, etc. Et donc tout ce travail-là de structuration de la donnée, c'est pour un usage pour un utilisateur et il faut la créer avec l'utilisateur. Donc c'est une capacité à co-développer chez le client en mode boucle hyper réactive pour arriver au bout de 1 mois, 2, 3 mois à une solution qui est utilisée, qui va rester chez les clients et qui ensuite on pourra déployer chez d'autres clients. Et cette approche-là très lean startup de développement qui est à l'opposé d'un cycle en V classique dans le digital, c'est ce qui fait aussi une des grosses compétences qui est plutôt soft, du coup pas technique, mais plutôt plutôt soft skills, qui est vachement importante à pouvoir intégrer. Ouais, donc là, on introduit, c'est un vrai bon point, parce qu'on introduit des méthodes agiles de co-création de produits et donc effectivement d'amélioration continue. On démarre petit avec un minimum viable product, c'est le terme consacré pour ça, et effectivement rajouter des fonctions, et ça c'est extrêmement rapide, agile, et ça crée de la valeur de manière très pragmatique, très rapidement. D'accord, je vous remercie. Alors vous ne parlez pas, j'ai une question, vous ne parlez pas des conditions de valorisation des données, comment relier le process et les data brutes? On en a parlé. Alors, on parle bien de l'intégration IT-OT en fait, hein, c'est quand on collecte les données, comment on fait pour s'assurer que ces données servent le processus industriel, mais parfois aussi servent les processus d'entreprise, la réorganisation des ateliers par exemple, la réorganisation des ventes, vendre du service au lieu de vendre de produits, on en a parlé un petit peu dans ce webinaire. Donc c'est sûr que l'intégration de ces données opérationnelles et ces données IT va permettre de créer des nouveaux modèles, de créer de la valeur, et c'est sûr que c'est un sujet extrêmement important. Donc pour moi, la capacité à intégrer l'IT et l'OT est aussi un sujet à prendre en compte, ouais, tout à fait. D'accord. J'ai une question sur une architecture de référence. Utilisez-vous une architecture de référence permettant d'identifier les systèmes industriels devant communiquer entre eux? Alors si je peux me permettre, pour pouvoir travailler à l'ISO sur la norme d'architecture de référence de l'IoT, donc on a l'ISO avec une 50aine d'experts a publié une norme sur l'architecture de référence de l'IoT, donc la 30158, donc vous pouvez télécharger sur le site de l'ISO pour les entreprises qui sont abonnées à l'ISO, et pour ceux qui sont pas abonnés à l'ISO, en cherchant bien, vous allez trouver sur le net des architectures de référence qui découlent de cette norme qui a été publiée il y a 2 ans. Donc c'est des travaux académiques, donc ça permet de donner, comme toute norme, des directions. Ça vous donne pas la solution sur quel type d'agrégateur de données je vais positionner, quel type de réseau je vais positionner, quel type de passerelle je vais positionner. Par contre, vous avez tous les éléments qui vous permettent, au travers de cette norme, de vous poser les bonnes questions et d'essayer d'y répondre avec votre propre contexte. D'accord. J'ai une question sur l'économie circulaire. Dans une économie circulaire, comment prendre en compte l'impact de la collecte et du stockage des données dans les data centers sur l'environnement? C'est une très bonne question. Déjà, il y a des démarches très économie circulaire par les producteurs de data centers, parce que ils voient bien l'empreinte environnementale des data centers, de la place que ça prend. Enfin, donc il y a déjà un travail qui est fait en termes de conception des data centers, qui est fait par des Schneider Electric ou autres. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, il y a les gens qui font pas les data centers, mais des produits qui utilisent de la data. Et on parlait des compétences. Je pense que dans la compétence de conception de produits, donc d'intégrer la notion d'éco-conception. Éco-conception, c'est-à-dire quand on design un produit physique, un ordinateur, une voiture, une table ou autre, c'est d'intégrer l'impact environnemental dès la phase de conception d'un produit. Et donc d'avoir des indicateurs où si on met tant de data, on sait que
tel usage de data dans notre produit, on sait qu'en phase d'utilisation, ça va générer telle empreinte environnementale. Et donc, comment on peut la réduire? L'idée, c'est pas d'enlever la data, parce qu'encore une fois, ça va être essentiel pour continuer à pouvoir, à rester dans le monde moderne dans lequel on est. Mais il faut pouvoir mesurer son empreinte et être meilleur là-dessus. Donc là, il y a des notions de low-tech et même des sites internet qui utilisent beaucoup moins de données, par exemple, qui sont tout aussi fonctionnels. Donc faut juste pas se gaver de data, quoi. C'est comme le chocolat. Si on en mange trop, on est malade. Les data sera pareil. Il faut apprendre dès la phase de conception à chercher la sobriété et presque l'élégance des produits, à se dire waouh, je suis hyper performant, j'ai un super usage et en plus ça consomme quasiment pas de data. Alors, par exemple, la technologie pour aller sur la Lune, ça serait consommé, je crois, quelques mails qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc on est capable de faire de la techno incroyable sans pour autant se sur-dataiser, quoi. Je sais pas comment dire, mais voilà. Donc la conception produit est clé pour ça. Et moi, je rajouterais juste un point, parce que effectivement, chez IBM, on a des data centers et on héberge les données de nos clients, ou même si on leur propose parfois de décentraliser ça et de mettre des solutions en edge chez eux, je rejoins le fait qu'il faut être green et donc la capacité qu'on peut avoir à utiliser des technologies modernes de ventilation pour réduire la température des data centers sans consommer trop d'électricité, par exemple, de réduire l'empreinte carbone, de s'assurer qu'on fait aussi le concept de minimum viable product qu'on a développé tout à l'heure, démarrer petit pour finalement être capable potentiellement de s'arrêter très vite quand la valeur a été identifiée sans avoir le produit qui fait les 15, 20, 30, 50 fonctionnalités dont peut-être 70% vont être superflues. Et donc ce cycle d'itération et de co-création avec les clients est assez important et va contribuer aussi à réduire cette empreinte carbone. D'accord, je vous remercie. Je voudrais quand même poser une dernière question sur la cybersécurité, puisque c'est une question importante. C'est un des obstacles les plus importants, la mise en œuvre de projets IoT dans l'industrie. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour assurer les industriels et puis pour remédier à ces risques de cyberattaque? Est-ce que, Alice, vous abordez ces sujets ou quelqu'un d'autre qui souhaite répondre à cette question? Moi, je peux les aborder, hein. Donc déjà, nous, on met à disposition des équipements, on va dire, de protection qui sont certifiés par l'ANSSI en termes de cybersécurité. Et après, bien sûr, toutes les données qui, on va dire, sortent du site client et qui vont dans un cloud, là aussi, sont assujettis à des systèmes de protection de cybersécurité. Mais en tout cas, nous, on propose à nos clients des dispositifs, on va dire, hardware voilà, protection contre la cybersécurité. Et on va dire ça sort même du cadre de l'IoT, hein, puisque les sites de production industrielle doivent se protéger en mettant en place ce type de dispositif. Donc c'est même une nécessité, qu'on souhaite ou pas exploiter les données de production en termes de données de fabrication, de process. Il est maintenant essentiel de se protéger. Donc nous, on accompagne les clients bien sûr là-dessus au travers de produits spécifiques. Moi, je rajouterais un point également là-dessus, c'est que la cybersécurité, elle a plusieurs portes d'entrée. Il peut y avoir la protection des équipements à proprement parler. Il y a la protection de la donnée quand elle est issue de ces équipements. Et la protection de la donnée dans la phase de transport et de stockage. Et donc, c'est vrai que c'est un cycle qui peut être assez complexe, où au-delà de sécuriser les points d'accès et les points d'entrée, on peut aussi sécuriser les données, les encrypter par exemple, s'assurer que si jamais elles doivent aller dans un cloud, puisque si le client le choisit, s'assurer que les clés d'encryption restent entre les mains du client pour être sûr que la personne ou les personnes qui seraient amenées à utiliser les serveurs ne puissent jamais voir les données. Enfin, il y a plein de solutions, effectivement. C'est beaucoup de cas par cas, mais ça demande une vue 360 de l'ensemble des risques parce que on le voit bien tous les jours, les cyberattaques prennent différentes formes et donc il faut vraiment penser à toutes les portes d'entrée, beaucoup tester, etc. Donc effectivement, ceux qui souhaitent le souhaitent peuvent se rapprocher de nous, d'Alice, de moi, des personnes autour de cette conférence. Et si on regarde les dernières cyberattaques qui ont eu lieu vraiment dans des usines, hein, c'est passé par justement des vieux équipements
sur aussi des vieux PC industriels qui tournaient sur des Windows qui sont plus du tout mis à jour. Donc plutôt les nouvelles technologies sont sûres en termes de cybersécurité et les failles arrivent plutôt sur des équipements obsolètes, tout comme vos PC. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Voilà, Windows XP par exemple, c'est totalement déconseillé maintenant puisque c'est plus à jour. Dans l'industrie, c'est pareil. On arrive à avoir des problématiques de cybersécurité sur des équipements plutôt obsolètes. D'accord. Je vous remercie pour tous ces éléments. On va clôturer parce qu'on a dépassé de 10 minutes l'heure qui était prévue. Et je vous remercie beaucoup pour vos interventions qui auront été très riches et qui j'espère, permettront permettront à chacun de trancher la question qui était posée lors de ce webinaire. Je remercie également tous les participants. Le replay sera bientôt disponible, donc n'hésitez pas. Vous pouvez également télécharger, je le répète, le livre dans la partie ressources et d'autres webinaires à venir ou qui ont déjà eu lieu sur des thèmes en lien avec l'IoT. Voilà, je remercie également IBM France et puis mes collègues de la Fabrique de l'Industrie pour l'organisation de ce webinaire. Merci à tous et bel après-midi. Merci beaucoup Sonia, merci à tout le monde. Au revoir. Merci à tous. Merci.